j'ai demandé au président Bourguiba comment il concevait l'après-bourguibisme. Il m'a répondu « L'après-bourguibisme devra être aussi près que possible du bourguibisme. Le pouvoir, c'est une question de moralité. Il faut de la moralité pour être un chef d'État. Comme M. Eddine Ouira. C'est une providence d'avoir trouvé cet homme pour le pays. Je le dis à tous, le jour où je mourrai, c'est avec Nouira que vous marcherez. » M. Eddine Ouira est le chef du gouvernement. Grand commis de l'État, il est aussi extrêmement apprécié dans le monde international de la finance et réputé comme technicien de l'économie. C'est donc d'économie que je lui ai demandé de nous parler, avant d'aborder avec lui le problème qui lui tient peut-être le plus à cœur, c'est le problème de la jeunesse tunisienne. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques instants, le président Bourguiba exprimait sa satisfaction devant le déroulement harmonieux et efficace de la coopération culturelle franco-tunisienne. Partagez-vous cette satisfaction en ce qui concerne la coopération française dans le domaine économique et social? Certainement, je partage le point de vue du président Bourguiba sur la coopération franco-tunisienne en matière culturelle. En ce qui concerne nos rapports économiques, ils s'améliorent d'année en année. Évidemment, nous avons eu quelques incidents de parcours il y a quelques années, mais ils se sont estompés et les dernières négociations que nous avons eues ont montré que les rapports franco-tunisiens en matière économique et sociale sont redevenus ce qu'ils étaient il y a plusieurs années. Un grand progrès tant du point de vue de la qualité de la coopération que du point de vue de la quantité. Et là, il y a eu un progrès très intéressant. Je voudrais vous demander, Monsieur le Premier ministre, quelles sont les méthodes économiques appliquées en Tunisie ces derniers temps? Nous avons envisagé depuis plusieurs années une méthode, je ne dis pas proprement tunisienne, c'est un peu présomptueux, mais quelque chose qui puisse être conçu par des Tunisiens et accepté par l'opinion publique tunisienne en matière de stratégie de développement. Nous avons donc élaboré des plans de développement et nous nous sommes aperçus que pratiquer une politique libérale ne pouvait pas être un stimulant à un développement rapide. Il fallait donc rendre toutes les catégories sociales du pays concernées par la politique du développement. Aussi, dans les conférences du parti, particulièrement dans nos congrès, nous avons établi ce que nous appelons aujourd'hui un socialisme destourien, c'est-à-dire une participation à la croissance économique de la part de tout le monde et une redistribution aussi équitable que possible des fruits de cette croissance entre toutes les catégories sociales. À peu près la philosophie de notre doctrine économique. Celle-ci, à un moment donné, a été en quelque sorte dénaturée puisque nous avons assisté à un moment donné à une sorte de collectivisation et d'une remise entre les mains de l'État de moyens de production d'une façon assez progressive, chose qui n'était ni dans nos conceptions, ni dans notre idéologie. Ce fut un incident de parcours qui a duré un certain temps et qui a fait que un réexamen de cette politique était devenu nécessaire. D'où la nouvelle politique à partir de septembre 69, où nous avons défini d'une façon un peu plus détaillée comment nous entendons
faire progresser le pays dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine culturel que dans le domaine économique et social. Nous sommes arrivés à cette conclusion que l'économie, enfin nous ne pouvons pas pratiquer une économie libérale, le libéralisme n'existe nulle part. Que nous ne devons pas également pratiquer une politique de massification, c'est-à-dire faire en sorte que tous les moyens de production deviennent la propriété de l'État, expérience que nous considérons également comme n'ayant réussi nulle part, surtout dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Aussi avons-nous choisi une voie moyenne, celle où l'État, dans un pays en voie de développement comme le nôtre, doit intervenir pour être le promoteur du développement et doit intervenir également pour être l'ordonnateur de ce propre développement et enfin intervenir pour être le distributeur équitable des fruits de ce développement entre toutes les catégories sociales. Et c'est ainsi que nous avons formulé notre doctrine, aussi bien en matière économique qu'en matière culturelle qu'en matière sociale. Quelles sont donc les perspectives de l'économie tunisienne dans les années à venir? Eh bien, les perspectives de l'économie tunisienne dans les années à venir, basées sur cette définition très liminaire, j'avoue, ne sont pas mauvaises, puisque toute la population est concernée par ce mode, par ce modèle, si vous voulez, de développement. Et nous le sentons si bien que l'agriculteur et la population agricole, qui est conservatrice dans tous les pays du monde, n'est-ce pas, après avoir rejeté complètement l'ancienne méthode de collectivisation sous forme de coopératisation, et quand nous lui avons expliqué que cette méthode, nous ne la considérons pas comme valable, mais que le libéralisme non plus n'est pas valable, surtout pour les petites gens et les modestes et les gens modestes, eh bien, nous avons trouvé non pas un phénomène de rejet de sa part, mais au contraire une adhésion. Et c'est ainsi que, depuis l'année dernière, les investissements dans le domaine agricole, surtout parmi les agriculteurs, a été quelque chose, un élément très très important et qui continue encore. Donc, ainsi définie, la politique du gouvernement rencontre l'adhésion de la population. La confiance renaît, l'initiative privée prend corps, aussi bien chez l'agriculteur que chez l'industriel ou chez l'artisan, et le pourcentage d'investissement dans certains secteurs a été renversé. Auparavant, la grosse part revenait à l'État, maintenant c'est le contraire. Je prends le cas, par exemple, du tourisme, je prends le cas de l'industrie manufacturière, petites et moyennes industries, je prends le cas de l'agriculture, par exemple, cette année, les investissements en machinisme agricole a été presque pour 85% en investissement privé. Est-il possible, Monsieur le Premier ministre, de faire le bilan de ces années d'indépendance? Le bilan de ces années d'indépendance, compte tenu de certaines erreurs, et mon Dieu, une jeune nation a le droit de commettre ses propres erreurs. Le tout est qu'elle ne commette pas celles des autres. Le bilan est largement positif. Dans le domaine social, les transferts sociaux, que ce soit à travers les budgets de fonctionnement ou à travers les budgets d'équipement, atteignent maintenant presque 66%. Je dirais même qu'ils sont un petit peu disproportionnés par rapport aux transferts économiques, car ça pourrait nous causer des surprises, surtout si nous ne créons pas dès maintenant les structures d'accueil économique pour précisément accueillir tous ceux qui viennent au travail. Je vous donne quelques chiffres. Je vous ai dit les transferts sociaux dans le budget de fonctionnement aussi bien de l'année dernière que dans ce budget de celui-ci voisinent facilement 66%. Et quand je dis sociaux, c'est-à-dire éducation, culture, santé et jeunesse.
Nous sommes partis à moins de 200 000 scolarisés au moment de l'indépendance. Nous sommes maintenant, depuis l'école primaire jusqu'à y compris des facultés, 1,2 million. C'est-à-dire 1 sur 4 est sur les bancs de l'école ou de l'université. Le touriste qui vient et qui voit ces tabliers roses et ces tabliers bleus est enchanté. Mais nous, ça nous cause un problème. Et je dirais même, nous sommes angoissés. Non pas parce que nous regrettons ce que nous avons fait, mais parce que nous nous demandons, est-ce que nous avons les moyens nécessaires pour précisément créer à tous ces jeunes les emplois qui sont en droit d'exiger au moment où ils viendraient à l'âge du travail. C'est dire donc que nous devons pratiquer une politique économique telle qui puisse faire en sorte que la création d'emplois soit la moins coûteuse possible et que les entreprises qui doivent avoir la priorité sont celles qui créeraient le plus d'emplois possible. Car notre problème maître, c'est l'emploi. Et pensez-vous que dans la jeunesse tunisienne, il y ait un certain malaise, une certaine inquiétude de l'avenir? Vous savez, une jeunesse qui ne pense pas à l'avenir, qui ne se pose pas des questions à l'avenir, et les questions sont toujours un malaise ou une inquiétude, n'est pas une jeunesse. Et comme peut-être toutes les jeunesses du monde, la jeunesse tunisienne se pose des questions pour l'avenir. Il est en droit de s'en poser. Comment se manifeste cette inquiétude? Ceux qui sont, disons, politisés à l'occidental, eh bien, cette inquiétude, et ils sont une minorité, se manifeste comme se sont manifestées les inquiétudes des jeunes en France, par exemple. Les autres, eux, posent un problème d'avenir immédiat, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, dans quelles conditions doivent-ils faire leurs études? Dans quelles conditions doivent-ils apprendre un métier? Dans quelles conditions doivent-ils se perfectionner? Et quelles sont les perspectives d'avenir que l'on offre soit à ceux qui sortent de l'université ou à ceux qui sont en état de formation ou à ceux qui n'ont pas encore eu cette chance soit d'être à l'université ou être dans l'institut de formation professionnelle. Ils s'interrogent surtout sur leur situation, beaucoup plus que sur la forme dont doit revêtir le pouvoir ou la société en général. Il y a un problème assez brûlant dans le monde arabe et en Tunisie particulièrement, c'est le problème de l'arabisation. Puis-je vous demander votre opinion, Monsieur le Premier ministre? C'est un problème qui, à mon sens, est un problème très naturel. Nous sommes un pays arabophone. La langue arabe, c'est la langue officielle, elle est constitutionnellement la langue officielle. Par conséquent, il était tout à fait normal que la jeunesse, que tout le monde, que la population s'intéresse à la langue officielle et maternelle. Et qu'elle veuille en faire non pas simplement une langue de communication, mais également une langue de culture et une langue véhiculaire d'enseignement. Langue de communication, pas de problème. Langue d'enseignement, elle est largement langue d'enseignement, sauf peut-être pour certaines disciplines et à un certain échelon de l'enseignement. Langue véhiculaire de culture, ça, il ne dépend que de nous-mêmes d'en faire une langue véhiculaire de culture. Car il ne suffit pas que nous traduisions en arabe tel ou tel ouvrage, telle ou telle thèse, telle ou telle conception, pour que nous soyons au niveau de ceux qui ont émis cette thèse ou qui ont inventé telle ou telle invention. Donc, il y a à faire la différence entre une langue de culture, c'est-à-dire de plein pied dans la culture. Donc ce n'est plus simplement un problème de langue, mais un problème de langue et d'évolution. Cependant, et l'expérience a été faite
ailleurs et par d'autres, nous pouvons, par l'intermédiaire de la translation, faire évoluer notre langue, la langue arabe, et ainsi le problème de l'arabisation ne se poserait plus. Encore un mot en ce qui concerne la coopération culturelle entre la Tunisie et la France. Celle-ci a pour origine d'abord un fait historique, c'est que nous avons cohabité 3/4 de siècle ou davantage. Par conséquent, la langue française est une langue très répandue. Elle est en Tunisie une langue de communication, d'enseignement, et elle est surtout pour nous une langue de culture, puisque elle constitue pour nous une sorte d'ouverture vers le monde extérieur. Et compte tenu de ces éléments, cet élément historique, par conséquent politique, culturel également, nous pensons que la coopération dans ce domaine doit pouvoir amener la France et le gouvernement français à être, je ne dis pas plus compréhensifs, ils le sont, mais nous aider davantage, car nous considérons que il y a un certain, je ne dis pas un certain devoir, n'est-ce pas, à faire en sorte que la langue française continue à être ce que je vous disais, mais c'est une contrainte. Tout le monde sait, Monsieur le Premier ministre, que vous êtes particulièrement attentif aux problèmes de la jeunesse. Quelle est votre opinion sur la jeunesse de votre pays? Vous savez, définir en quelques mots, n'est-ce pas, ou émettre en quelques mots une opinion sur la jeunesse de son pays, c'est un peu hasardeux. Mais grosso modo, je crois que la jeunesse tunisienne est une jeunesse saine. Il y a deux choses qu'il faut éviter lorsque l'on parle de la jeunesse ou lorsqu'on s'occupe de la jeunesse: de commettre des injustices à son endroit, car elle ne peut pas supporter l'injustice, ni quand celle-ci est commise contre elle, ni quand elle est commise autour d'elle. Deuxièmement, il faut lui dire la vérité. Et la courtiser ce n'est pas toujours rentable, car elle est raisonnable, et lorsqu'elle a les données, elle se comporte comme presque une jeunesse responsable, ce qui est beaucoup. Ce que nous pouvons nous reprocher, c'est que jusqu'ici, nous avons considéré la jeunesse comme ne devant pas s'occuper de son avenir maintenant, alors que l'expérience aidant, c'est une vue qui n'est pas juste et qui n'est pas réaliste. Il faut dès maintenant faire en sorte que la jeunesse soit concernée par son avenir et son devenir, et la faire participer, peut-être pas d'une façon très large et trop vite, mais la faire participer quand même et lui donner l'occasion de dire son mot. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Et je pense que cette expérience que nous sommes en train de vivre nous montrera que nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes un pays jeune, puisque 50% de la population a moins de 20 ans. Si l'on ajoute les 20 ou 25% de vieillards, ce qui fait 75% qui sont à la charge du reste, c'est-à-dire 25% ou 30% au maximum. Donc les jeunes doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas tout faire supporter sur la génération actuelle, c'est-à-dire les 20 ou 30% restants, et que nos moyens sont limités, que par conséquent, ils ne doivent pas être ni gourmands, ni trop ambitieux par rapport aux moyens modestes dont nous disposons. Le tout est que les moyens dont nous disposons ne soient pas galvaudés, ne soient pas dissipés, mais soient mis à l'usage, dans un bon usage, le leur en premier lieu. De quelle région de Tunisie êtes-vous? Je suis du Sahel, je suis plus précisément de Monastir. Le Sahel n'est pas la partie la plus développée de Tunisie. D'abord, c'est une région qui n'est pas très riche, région essentiellement agricole,
Mais c'est une région où la scolarisation a toujours été importante. Et le Sahel a fourni depuis très longtemps des cadres nombreux et valables pour le pays. Le Sahel a cette particularité donc d'avoir essaimé en quelque sorte. À un moment donné, on parlait des Sahéliens comme étant les Corses de la Tunisie. On les trouve un peu partout. Est-ce leur faute? Je n'en sais rien. Mais je crois que comme tous les pays et comme toutes les régions qui ne sont pas très favorisées par la nature, et dans la mesure où la population est quelque peu dynamique, bien, ils vont trouver fortune ailleurs. Ce soit s'ils gardent une certaine nostalgie, un certain amour pour le terroir, ils ne sont pas moins tunisiens pour autant. Et s'ils aiment leur Sahel, ils ne doivent pas être régionalistes. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous demander si vous accepteriez d'évoquer vos années d'études, aussi bien tunisiennes que françaises. Oui. J'ai fait mes études primaires à Monastir, ma ville natale, jusqu'au certificat d'études. Et puis ensuite, je suis entré au collège à Sousse, qui est actuellement un lycée, où j'ai fait mes études secondaires. Et puis ensuite, je me suis rendu à Paris, où j'ai suivi les cours à la faculté de droit, en même temps qu'à l'école des hautes études sociales et politiques. Le président Bourguiba, tout à l'heure, me confiait ses goûts en littérature et en poésie française. Il me disait son amour surtout pour Victor Hugo, pour Lamartine. Puis-je vous demander si vous avez, vous aussi, un écrivain ou un poète français auquel vous vous sentiez particulièrement attaché? Personnellement, j'ai beaucoup été influencé par Voltaire. Mais vous sentez-vous voltairien pour autant? Oh, ça c'est un peu trop dire. Un peu trop dire. D'abord, c'est la pensée voltairienne et l'expression voltairienne sont, à mon sens, très captivantes. Une netteté, n'est-ce pas, dans l'expression et une netteté dans la pensée, dans l'exposé. Avec un brin d'agressivité, ce qui n'est pas à négliger. Ce qui n'est pas à négliger, ce qui n'est pas votre cas. Non, mais enfin, je crois que Voltaire est un... Je ne dis pas que il fut mon maître à penser, mais en tout cas, ne serait-ce que du point de vue style, n'est-ce pas, et clarté de la pensée, je m'y réfère très très souvent. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie.